Merci beaucoup Régis, bonjour à tous. Oui, donc je ne vais pas présenter une recherche en lien avec la formation. Je vais interroger la question de la recherche en éducation en historien, essayer de mettre en perspective historique ce qu'actuellement on appelle la formation à et par la recherche en ESP. Donc mon propos, c'est un panorama historique des recherches en éducation en France, panorama qui va durer un quart d'heure, 20 minutes tout au plus, ce qui veut dire qu'il sera vraiment extrêmement rapide. Je vais, comment dirais-je, obéir à un plan en trois parties, trois moments. D'abord, première partie, ce que j'appelle les proto-recherches à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Proto-recherche, on le verra parce que c'est le tout premier commencement d'une élaboration, d'une structuration de la recherche en éducation. Une deuxième partie, c'est le développement des recherches en éducation, j'aurais dû dire en plutôt que sur, dans le premier XXe siècle, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à la Deuxième Guerre, jusqu'à la Libération. Et troisième partie, l'explosion et la diversification des recherches dans le second XXe siècle. Alors là, il faut que je me... voilà, donc d'abord la première partie, donc les proto-recherches de la deuxième moitié du 19e siècle, les premières recherches, si vous voulez, le terme de proto-recherche étant peut-être un petit peu prétentieux. Alors d'abord, il y a une question de contexte. Se développe à ce moment-là les discours sur l'éducation parce que c'est dans le contexte d'un très très gros effort concernant la scolarisation, l'organisation de l'école. Déjà un petit peu avant les réformes de Jules Ferry, mais enfin, grosso modo à partir des années 1860, le développement de la scolarisation, les lois scolaires évidemment de Jules Ferry et des Républicains de la fin du 19e siècle. Bref, l'éducation apparaît alors comme d'une part une préoccupation sociale importante et d'autre part comme un objet en soi, en quelque sorte. Alors, qui sont les protagonistes de cette recherche? Ce sont essentiellement des philosophes, engagés dans le combat républicain ou dans l'œuvre républicaine ou dans la construction du régime républicain et qui se voient confier des cours universitaires de sciences de l'éducation au singulier ou de pédagogie. Les deux expressions sont alors synonymes, qui écrivent des ouvrages qui abordent les problèmes des finalités de l'éducation, mais aussi celui des méthodes, qui comparent avec les systèmes d'éducation d'autres pays, comment dirais-je, et qui également comparent, investissent aussi l'histoire des idées éducatives. Alors, il y a des publications d'ouvrages individuels, mais aussi des ouvrages collectifs, notamment le célèbre dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, plus de 300 collaborateurs, commencé en 1878 et dont la première édition date de 1887. Il y a, je le disais à l'instant, la création d'un cours de sciences de l'éducation au singulier, sciences, et l'éducation aussi d'ailleurs, à la Sorbonne, puis immédiatement après dans 13 autres villes universitaires, de 1883, fin 1883 jusqu'en 1914. Il y a la publication de revues spécifiques, notamment la célèbre à l'époque revue pédagogique, et puis il y a la création en 1879 du musée pédagogique, qui est le lointain ancêtre de notre IFE actuel et qui se veut un centre de ressources et de documentation. Alors les domaines explorés, c'est essentiellement trois domaines. La psychologie, l'éducation comparée et l'histoire des idées éducatives. Alors la psychologie, c'est une psychologie particulière, faite donc par des philosophes, des professeurs agrégés de philosophie. C'est une psychologie
de type spiritualiste, on va dire, et dont le but est de connaître, selon l'expression d'un d'entre eux, l'âme de l'enfant. C'est ça l'expression, l'âme de l'enfant, pour se donner les moyens de savoir quand et comment lui enseigner quelque chose. Et c'est aussi une psychologie qui est étroitement articulée à l'enseignement de la morale, car elle permettra de savoir sur quel ressort jouer pour développer les comportements moraux. L'éducation comparée se développe aussi très nettement avec un rôle très important dévolu au musée pédagogique, qui se veut un centre de ressources, et notamment un centre de ressources qui capitalise effectivement les données internationales à cet égard. Et puis l'histoire des idées éducatives, qui est en fait conçue comme une histoire des grands auteurs ou des doctrines éducatives, qui est une histoire des précurseurs, c'est-à-dire c'est toujours une histoire très téléologique, et à cet égard, il faut quand même signaler le rôle très important qu'a joué un de ces philosophes pédagogue dont je parlais tout à l'heure, et qui est Gabriel Compéré. Est-ce qu'on peut vraiment parler de recherche, de proto-recherche ? Peu importe, ce sont des discours qui prétendent à la scientificité, qui sont tenus par des universitaires, par des agrégés de l'université, et qui peuvent aussi être abrités par l'université comme les cours de sciences de l'éducation. Donc c'est un moment où ce qu'on peut appeler la recherche en éducation en France commence à se structurer. Alors là, on n'y voit pas, je sais pas, bon, c'est pas grave, je vais le lire, j'ai pas le temps de... c'est la deuxième partie, donc le premier XXe siècle, le développement des recherches sur l'éducation. Donc dans ce premier XXe siècle, et recherches sur l'éducation qui vont se faire donc dans cette première moitié du XXe siècle sur deux domaines particuliers ou privilégiés, la psychologie et la sociologie. Alors la psychologie qui se développe, disons, au tournant du 19e, 20e siècle, elle va rompre en quelque sorte, la psychologie de l'éducation qui se développe à ce moment-là, va rompre avec la psychologie spiritualiste des fondateurs, hein, des philosophes républicains de la génération précédente. Ça se veut, c'est non plus une psychologie philosophique, non plus une psychologie spiritualiste, non plus une psychologie qui, comme le disait Henri Marion, qui était celui à qui a été confié le premier cours de sciences de l'éducation à la Sorbonne, non plus donc une psychologie qui se veut le vestibule de la métaphysique, c'est au contraire une psychologie résolument expérimentale et résolument anti-métaphysique, hein, qui était fondée en France dans les années 1880 par Théodule Ribot, et qui a été surtout développé à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle par des scientifiques ou des psychologues comme Alfred Binet. Hein. Je vous cite à cet égard un texte qui me semble significatif de Binet. Hein, la pédagogie nouvelle doit être fondée sur l'observation et sur l'expérience. Elle doit être avant tout expérimentale. Nous n'entendons pas ici par expérience ce vague impressionnisme des personnes qui ont beaucoup vu. Une étude expérimentale dans l'acception scientifique du mot est celle qui contient des documents recueillis méthodiquement et rapportés avec assez de détails et de précision pour qu'on puisse, avec ces documents, recommencer le travail de l'auteur, le vérifier ou en tirer des conclusions qu'il n'a pas remarquées. Hein. Donc c'est un projet qui est très très clairement celui d'une psychologie expérimentale dont le but est de mesurer les aptitudes. Hein. Il s'agit non plus de connaître les facultés, il s'agit de mesurer les aptitudes. Et cela donc se développe chez Binet, chez Simon. Vous savez qui sont les auteurs du fameux test du quotient intellectuel. Mais cela se développe aussi dans les années 1920-1930 avec la fondation de l'INOP, l'Institut national de l'orientation professionnelle, devenu aujourd'hui l'INETOP, hein, qui crée un nouveau corps professionnel, les psychotechniciens. Hein. La psychotechnique, une nouvelle discipline qui est fondée effectivement sur des tests et qui d'abord, effectivement, et notamment à l'INOP, hein, se pose la question de l'orientation professionnelle. Quelles sont les aptitudes pour s'engager dans tel type de métier ou dans tel autre type de métier. Mais la question
des aptitudes et des tests d'aptitude et de l'orientation selon les aptitudes va aussi se poser à l'époque dans le contexte d'un premier commencement de démocratisation de l'école avec Jean Zay, avec le Front populaire. Ça va se poser dans un contexte aussi scolaire. Et la question, et donc il va se poser et la question de l'orientation professionnelle et la question de l'orientation scolaire. Un des débats de l'époque étant à comment orienter les élèves d'un point de vue scolaire. Est-ce que c'est aux psychotechniciens et donc aux tests que revient cette orientation, ou est-ce que ça revient à l'enseignant et à l'observation continue par l'enseignant des élèves dans la classe? Là, le deuxième champ, il est très connu, je vais le passer très très vite, c'est dans cette psychologie nouvelle, cette psychologie de type expérimental, c'est l'étude du développement de l'intelligence, la psychologie génétique, qui se développe d'abord en Suisse, mais ça reviendra très vite en France, avec Édouard Claparède, fondateur dès 1912 de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, et Jean Piaget, qui, à bien des égards, se situe dans l'héritage de Claparède. Ça, j'ai déjà mis, voilà. Alors, la deuxième discipline, c'est la sociologie, et le rôle que tient, de ce point de vue-là, effectivement, Durkheim, qui prend la chaire de sciences de l'éducation à la Sorbonne en 1902. C'était Henri Marion qui était le premier professeur à enseigner dans ce qui s'appelait alors un cours de sciences de l'éducation. En 1896, c'est Ferdinand Buisson lui-même qui prend ce qui était devenu la chaire de sciences de l'éducation, et en 1902, à la Sorbonne, c'est Durkheim qui prend cette chaire et qui va donc enseigner la science de l'éducation, et qui va l'enseigner effectivement en insistant sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la science de l'éducation pour Durkheim, ce n'est plus la psychologie, ce que c'était 20 ou 25 ans auparavant, c'est essentiellement la sociologie. Sociologue, c'est surtout en sociologue que je vous parlerai d'éducation. D'ailleurs, bien loin qu'à procéder ainsi, on s'expose à voir et à montrer les choses par un biais qui les déforme, je suis au contraire convaincu qu'il n'est pas de méthode plus apte à mettre en évidence leur véritable nature. Je considère en effet comme le postulat même de toute spéculation pédagogique que l'éducation est chose éminemment sociale par ses origines comme par ses fonctions, et que par suite la pédagogie dépend de la sociologie plus étroitement que de toute autre science. Avec le même présupposé que pour la psychologie expérimentaliste de l'éducation qui se développe à la même époque, à savoir que la méthode doit être résolument expérimentale. Ce tournant sociologique, je le dis très vite au passage, des recherches en éducation, dont Durkheim est à l'origine, va se traduire par l'introduction en 1920 dans la formation des maîtres, c'est-à-dire dans les écoles normales d'instituteurs, et sous l'influence directe des Durkheimiens. Durkheim, lui, est mort, mais les Durkheimiens continuent. Ça va se traduire par la création, donc dans les écoles normales, d'un cours de sociologie appliqué à l'éducation, comme en 1881 avait déjà été introduit un cours de psychologie appliquée à l'éducation. Alors, je ne peux pas en dire plus là-dessus. Je renvoie quand même à une thèse qui a eu lieu en 2013 sur ce sujet, soutenue par Emmanuel 2LE Gay, G-U-E-Y, et qui s'appelait « Les sciences humaines dans la formation des maîtres du premier degré, des savoirs appliqués aux sciences de l'éducation, 1920-1970 ». Je me dépêche et j'en arrive à la troisième partie. Là aussi, le titre, vous ne le lisez pas bien, mais tant pis, je le lis. C'est l'explosion et la diversification des recherches dans le second XXe siècle, c'est-à-dire à partir de 1945. Premier point, un élément de contexte, l'importance reconnue à l'éducation au plan international. L'UNESCO, créé en 1945, l'UNICEF aussi, le développement de politiques internationales incitatives pour les États, et puis au plan national, un volontarisme fort de la part de l'État par rapport au développement de la scolarisation, surtout mis en œuvre par la politique scolaire de la jeune Ve République dans les années 60. Ça, c'est l'élément de contexte. À quoi on assiste? D'abord, à une renaissance de la sociologie de l'éducation. Alors, du point de vue de la structuration interne de la sociologie, le développement de la sociologie concerne d'abord la sociologie du travail et pas
la sociologie de l'éducation qui n'arrive qu'en second lieu. Mais en revanche, concernant la place de la sociologie dans le domaine des recherches en éducation, elle occupe à partir des années 60 une place très très importante. Et ici, effectivement, domine une figure emblématique qui est la figure de Bourdieu, et qui marque effectivement l'inflexion par rapport à la sociologie d'avant, c'est-à-dire la sociologie de Durkheim, puisque avec Bourdieu, la sociologie de l'éducation se structure, et puis après Baudelot, Establet, etc., mais se structure dans une perspective critique. Deuxième élément, l'importance de la psychanalyse, l'investissement du champ psychanalytique par les recherches en éducation, qui datent bien des années 50-60, bien que de grandes psychanalystes comme Mélanie Klein ou Anna Freud, la fille de Sigmund, se soient intéressées à l'éducation dans les années 20. Avec là aussi deux figures particulièrement dominantes, Maud Manoni et une autre particulièrement médiatique à l'époque, qui était Françoise Dolto. Donc ces recherches psychanalytiques ou ce discours psychanalytique a une répercussion très importante dans le monde éducatif, familial et scolaire, et je le dis au passage dans le monde scolaire, notamment dans celui de l'éducation spécialisée. Les interprétations psychanalytiques de la débilité mentale ont profondément secoué à cette époque, entre les années 60-70, le monde de l'éducation spécialisée. Et puis enfin, dernier point, la naissance ou la renaissance, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'est-ce qu'une naissance, c'est une renaissance des sciences de l'éducation. Vous voyez, la science de l'éducation, 1914, la plupart des chaires de sciences de l'éducation sont supprimées en 1914, et puis renaissance, alors des sciences de l'éducation, au pluriel, en 1967. Les trois premières chaires, c'est connu, de sciences de l'éducation sont créées à Paris avec Maurice Debesse, à Caen avec Gaston Mialaret et à Bordeaux avec Jacques Wittwer et Jean Château. Ce qui correspond à un développement de laboratoires dans les universités et aussi à la création d'un Conseil national des universités propre à ce nouveau domaine universitaire pour le recrutement des enseignants-chercheurs. Alors, les sciences de l'éducation vont faire deux choses. D'une part, elles vont investir des champs de recherche déjà existants, des champs préconstitués, des disciplines mères. La sociologie, dont la licence a été créée, je disais tout à l'heure, en 1958. La psychologie, dont la licence a été créée en 1947. Ou encore l'histoire, la philosophie, qui sont disciplines universitaires traditionnelles. Et dans ces champs préconstitués, au fond, les méthodes utilisées sont les mêmes que celles qui sont utilisées traditionnellement dans ces recherches de type universitaire. Au fond, ceux qui font de l'histoire de l'éducation, ceux qui font de la philosophie de l'éducation, de la psychologie de l'éducation, etc., ce sont des historiens, des philosophes, des sociologues qui font carrière simplement dans le domaine universitaire ou institutionnellement dans les sciences d'éducation et non pas dans les départements d'origine. De ce point de vue-là, la recherche a toujours continué. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler peut-être, naissance ou renaissance sont des termes qui sont peut-être mal choisis ou qui sont ambigus. Je disais que 1914, c'est la fermeture de la plupart des chaires de sciences de l'éducation, mais pas de toutes. À Lyon, notamment, il y aura une chaire de sciences de l'éducation jusqu'en 1945. Il y a d'autres instituts, notamment à Paris, à la Sorbonne, qui sont des instituts de pédagogie, qui sont affiliés à la faculté de lettres dès 1920. Et puis, les fondateurs des sciences de l'éducation en 67, Mialaret, Debesse, Château, etc., ils enseignaient déjà avant, dans d'autres départements, évidemment, que celui des sciences de l'éducation qui n'existe pas, mais ils enseignaient déjà la psychopédagogie, la psychologie, la philosophie. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de la recherche, par rapport à la question des disciplines mères, il y a une relative continuité. Là où il y a quelque chose de particulièrement nouveau, c'est en termes d'institutionnalisation de la recherche, puisque la création des sciences de l'éducation en 67 correspond à une nouvelle structuration institutionnelle avec, comme je disais tout à l'heure, des départements universitaires propres, des doctorats spécifiques, une section au CNU, etc. En revanche, là où il y a de nouveaux objets de recherche, c'est avec les nouvelles disciplines qui, effectivement, vont se développer dans le champ des sciences de l'éducation à partir de 67. Il y a de nouveaux objets. Alors, au premier rang desquels, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, la didactique ou les didactiques, mais aussi
un peu plus tard, la didactique professionnelle, mais aussi la professionnalisation des enseignants, et parce qu'il ne faut pas se limiter à l'éducation scolaire, également la formation des adultes, l'éducation familiale, l'éducation populaire, etc. Reste que dans ce développement donc, de nouveaux objets, avec de nouveaux modèles théoriques, de nouvelles méthodes, le champ de recherche le plus important, c'est celui des didactiques. Et si on faisait une typologie actuelle des recherches en éducation, on s'apercevrait sans aucun doute que ça reste le champ le plus important. Alors, comment expliquer le développement des didactiques ? J'ai pas le temps de vous le dire, donc j'aurai sans doute pas le temps de répondre non plus à vos questions, donc, mais ce sera pour une autre fois. Il me reste à conclure, et à conclure en posant la question des finalités. Finalité de ces recherches en éducation. Et en posant cette question, je répondrai en 4 points. Premièrement, la première finalité, mais constante d'une certaine façon, dès le début du XXe siècle, c'est la rationalisation et le fonctionnement et des ressources du système éducatif. Alors surtout, effectivement, à partir des années 50-60, au moment où se constitue, d'une certaine façon, en tant que tel, ce que nous appelons le système éducatif. Mais aussi la rationalisation de la pédagogie. Et la recherche doit ici surtout essayer de tester les bonnes pratiques. Elle concerne donc les enseignants, à qui on va demander d'appliquer les résultats de la recherche, mais sans forcément les appliquer dans le processus de recherche lui-même. Donc vous avez une conception applicationniste, en quelque sorte, de la recherche en pédagogie. Cela dit, cette conception applicationniste va être l'objet de contestation, d'une part, de la part d'une partie du monde de la recherche, et notamment à l'INRP. L'INRP qui commence, enfin ce qui s'appelait avant l'Institut pédagogique national, et puis après qui s'est appelé l'Institut national de recherche et de documentation pédagogique, avant de s'appeler en 1976 seulement l'INRP, mais qui a commencé à développer une politique de recherche très conséquente à partir du milieu des années 60, avec l'arrivée de Louis Legrand à la direction de la recherche de cet institut. Donc à l'INRP, et puis aussi dans le monde enseignant, cette conception applicationniste de la recherche en pédagogie va être contestée, et Louis Legrand, donc, dont je viens de parler, a théorisé cela en distinguant au fond 2 formes de recherche en éducation. D'une part, la recherche fondamentale, et aussi, d'autre côté, la recherche-action. Qu'est-ce que la recherche fondamentale ? Qu'est-ce que la recherche-action ? Régis me dit qu'il faut que je m'arrête là. Vous ne le saurez donc pas. Vous avez peut-être une idée déjà. Mais voilà, j'aurais voulu dire 1 ou 2 petites choses de plus, mais il faut s'arrêter là et c'est très bien.